Bonjour et bienvenue sur le podcast Contraste. Ici, on parle de spiritualité et de conscience, entre visible et invisible. Tout ce qui sera partagé ici est le fruit d'un regard subjectif, de l'expérience et du questionnement ouvert. Il y aura parfois des sujets nuancés et parfois moins. Je vous laisse libre de cette écoute et de vos propres questionnements. Le sujet du jour, c'est le féminin et le masculin. Alors en préambule, j'aimerais vous dire ici que je vais tenter d'apporter de la nuance sur certains concepts et d'appuyer un peu plus à certains endroits qui font mal. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le week-end s'est passé. Il y a eu au fil de l'actualité des nouvelles bonnes et des nouvelles catastrophiques au sujet de l'homme et de la femme. Et aujourd'hui, je ne peux que constater le clivage qui subsiste encore entre la femme, l'homme, le féminin, le masculin, qui sont des concepts tout à fait spirituels, ésotériques même parfois, mais surtout énergétiques. Et je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Je pense qu'il ne faut pas dissocier les deux, mais à la fois qu'il faut les rassembler dans une forme de compréhension plus globale de ce que c'est que ces deux énergies, dont chaque être humain est constitué. Le point de départ, la première phrase que j'ai envie de vous partager, c'est de vous transmettre que le masculin et le féminin ne sont pas des rôles sociaux figés. En tout cas, pas de la façon dont j'aimerais vous les partager. Et selon ma grille de lecture, mon prisme de vue, ce ne sont pas homme égale masculin et femme égale féminin, là où je vais vous emmener. Et ce n'est pas non plus féminin égale douceur et masculin égale force. Et je le crois sincèrement, c'est cette définition un peu tronquée, raccourcie, erronée, que nous avons du mal à saisir l'impact que nous pouvons avoir sur nos couples, nos relations interpersonnelles, notre environnement professionnel, sur nos enfants. Et je vais tenter, modestement, d'y apporter mes couleurs. Alors pour commencer, ce que je peux proposer ici, c'est d'imaginer le féminin et le masculin comme des polarités et pas des identités. Et d'imaginer qu'un être humain, il fonctionne avec ces deux polarités en permanence. Nous connaissons tous, évidemment, les mots yin, les mots yang, et j'aimerais leur donner une autre définition, en tout cas celle qui m'appartient aujourd'hui. Et je vais rapidement parler du yin et du yang, qui racontent une danse ancienne, vivante, qui traverse tout ce qui est. Le yin, c'est plutôt la profondeur, l'accueil, la terre, et le yang, c'est l'élan, la mise en mouvement, la source qui impulse aussi. Et c'est cette respiration entre terre et ciel qui nous permet de comprendre que la tradition de dire yin et yang ne doit pas être polarisée en tant que telle dans des identités de genre, mais plutôt des qualités énergétiques, sans être totalement rigide sur les parties du corps qui sont concernées. Et surtout, c'est que, mis à part les mots qu'on peut poser, c'est beaucoup affaire de comportement, de ressenti et d'interaction sociale. Alors j'ai choisi certains qualificatifs pour le féminin, et je vous les donne tout de suite. Le féminin, à mon sens, c'est le mouvement intérieur, c'est aussi le ressenti, l'accueil, la création. Le masculin, ce serait plutôt cette direction, cette structure, ce cadre, mais aussi ce discernement. Alors on pourrait penser, quand je les classifie comme ça, et c'est volontaire de ma part, que dans le féminin, il ne peut pas y avoir de cadre, et dans le masculin, il ne peut pas y avoir de ressenti. Or, ça n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus complexe que ça, et à la fois très simple. C'est que j'imagine le féminin et le masculin comme faisant partie d'un immense écosystème qui est l'être vivant. Et que les deux, évidemment, je le répète, existent en chacun d'entre nous et surtout évoluent en permanence. De ce fait, quelqu'un qui a une grande part de féminin à l'intérieur de lui, beaucoup sur le ressenti, la créativité, la création de manière générale, le fait d'accueillir l'autre, de s'accueillir soi, permettra aussi au masculin de pouvoir répondre par une structure qui soit, on va dire le mot, sécurisante pour lui, pour elle. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est à quel point, aujourd'hui, je genre volontairement, les hommes et les femmes
n'arrivent pas nécessairement à se rencontrer à cet endroit-là. On reste encore dans ces étiquettes où la femme est uniquement dans une énergie féminine et l'homme est uniquement dans une énergie masculine. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le constater sur les réseaux sociaux. À quel point la perte de repères est grande et grandissante quant au fait d'être face à un homme, par exemple, dans son identité de genre, qui aurait, entre guillemets, des manières très féminines ou féminisantes. Et à quel point certaines femmes peuvent avoir des comportements corporels, des façons de parler ou des façons de voir le monde d'un point de vue très masculin. Et à mon sens, ce n'est pas du tout aller marcher sur le terrain de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas une guerre des genres, ni une guerre des énergies. C'est un rapport simple à ce que l'être humain a à l'intérieur de lui. Et je ne suis pas ici non plus pour vous dire ce qu'une femme devrait être, ce qu'un homme devrait être. Je suis là pour donner une définition un peu différente ou en tout cas apporter un éclairage sur ces énergies-là. Je viendrai un peu plus tard dans l'épisode pour vous donner une ou deux lectures qui ont marqué ma vie à cet endroit-là quand je cherchais des réponses. Et comme à mon habitude, je cherche des lectures qui soient tout à fait opposées pour me permettre de faire fonctionner mon discernement, de savoir ce qui m'appelle vraiment et ce qui me parle au cœur. Donc revenons très rapidement sur les déséquilibres et leurs impacts dans la vie de tous les jours, sur ces polarités. À l'intérieur de chaque être humain, le masculin, qui lui pourrait être blessé, va avoir tendance à rentrer dans une forme de rigidité, de contrôle, voire même de fermeture. Et le féminin blessé, lui, serait plutôt dans une forme de débordement émotionnel, de dépendance, de confusion. Ce qui donne dans la vie, je vous le donne en mille, des relations déséquilibrées, des difficultés à poser des limites, ou une perte de direction, de ressenti. On n'arrive plus vraiment à savoir ce qu'on ressent, on se dissocie de son corps. On met les émotions sous le tapis et on attend que ça passe, en mettant encore plus de cadres, encore plus de structure, encore plus de rigidité. Alors, je vous partage ici une lecture que j'ai faite il y a quelques années. Le livre s'appelle « Pourquoi c'est si compliqué l'amour ?» du docteur Philippe Breneau. Ce livre, je l'ai trouvé assez accessible, facile à lire, plutôt court. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux, compliqué à comprendre, mais pas du tout. Et sur le coup, je me suis dit, bon, je vais avoir affaire à un médecin, c'est un docteur, qui va parler d'amour, qui va parler d'hommes, de femmes, etc. J'avais un peu peur que ce soit hyper genré et qu'on ne sorte pas forcément du carcan de ce qu'on voit partout. Et il a eu une approche assez biologique de la chose, que j'ai trouvé tout à fait juste à cet endroit-là, particulièrement, où on va parler de chimie intérieure, d'hormones, de biologie, etc. Et en cela, je pense que personne ne peut contredire ses propos, parce qu'il y a une vraie réalité scientifique à cet endroit-là. Mis tout ça en lumière, ça va avoir un impact sur la façon dont notre corps, notre chimie intérieure, notre biologie, va se mettre directement en interaction avec d'autres êtres humains. Ici, le sujet, c'est parler d'amour, de relations homme-femme. On est bien clair sur le sujet de base. Mais quelque part, ça m'a apporté des solutions pratico-pratiques à l'époque où je me posais toutes ces questions sur un peu comment fonctionnent les hommes, un peu comment fonctionnent les femmes d'un point de vue du corps. Donc je ne spoile pas évidemment le contenu du livre, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en relation directe avec le comportement humain. Et savoir comment inconsciemment, et par l'inconscient, je parle surtout de ce qui se passe à l'instant T dans mon corps, ce que je suis en train de sécréter comme hormones, etc. Et si je me sens assez en sécurité, pour le mettre dans la matière. Et rallier tout ça à la spiritualité, je le répète ici, je ne vois pas la science et la spiritualité comme étant des opposés, mais des compléments, comme deux facettes d'une même pièce. Je me suis alors dit, très simplement, qu'en fait il était tout bête de pouvoir avoir accès à un livre qui explique comment fonctionne un homme, avec de la testostérone et d'autres hormones, et une femme avec des œstrogènes, de la progestérone et une touche de testostérone. Et une fois mis en lumière toutes ces informations, je me suis dit, mais en fait, je peux pas juste partir là-dessus. C'est pas possible. Parce que on ne peut pas réduire un être humain uniquement à ses hormones.
même si c'est un point de départ très intéressant, il y a aussi toute cette notion de transgénérationnel, de culture, de sociabilité dès la plus jeune enfance, etc. Et puis pour vous parler très sincèrement, je pense que ça se saurait s'il suffisait de lire un livre et que nos relations soient teintées d'amour, de joie et d'abondance en un claquement de doigts. Donc à la base, c'est beaucoup plus profond que ça. On parle là de la relation à l'autre, du miroir et de la projection personnelle. Et dans tout ça, au niveau des constellations familiales que je propose, je me suis rendu compte de 2 choses. C'est à quel point nous avons tenté de nous déconstruire sur ces sujets polarisants, et du coup très polarisés, et à quel point des croyances sont venues s'ajouter à d'autres croyances, ce qui fait qu'on perd le message de fond. Et c'est pour ça, je pense que scientifiquement, même si c'est prouvable, étayé de façon empirique, on ne peut pas résumer un corps uniquement à ses hormones. On peut aussi envisager d'aller dans un espace où son parcours de vie, son chemin d'incarnation est en lien direct avec les futures étapes de sa vie, certains diraient épreuves, d'autres chemins, peu importe pour moi. Et donc j'ai remarqué à quel point l'influence de la vie de famille, l'influence des héritages transgénérationnels nous ont conditionnés à ne plus comprendre comment fonctionne notre propre corps, nos propres polarités intérieures. Je reparle donc bien du féminin et du masculin. Et si le sujet paraîtrait duel, c'est-à-dire en opposition, eh bien, pour le coup, je sens qu'il est plutôt très non-duel, dans le sens de la non-dualité, c'est-à-dire que ça ne s'oppose pas. Les 2 polarités a priori contradictoires, ou en tout cas opposées, si elles fonctionnent bien ensemble, dans une forme de circulation, on va dire, la plus naturelle possible, eh bien là, il peut y avoir union à l'intérieur, réunion à l'intérieur. C'est un peu la médecine que je porte aujourd'hui aussi, qui permettra, j'ose l'espérer, de pouvoir relationner de façon plus tranquille, plus calme, plus saine avec l'extérieur. Alors je n'ai pas la prétention, encore une fois dans ce podcast, de vous dire comment faire pour que tout aille bien dans votre vie. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a énormément d'étapes à franchir pour ça, si tant est que ce soit un idéal pour vous, bien évidemment. Ce que j'ai constaté, et qui me peine un peu le cœur parfois, c'est qu'on en oublie les nuances qu'il y a au sein même de chaque polarité. Et donc pour en revenir sur le sujet de base, j'ai un peu de mal avec les versions un peu polissées de ce que c'est qu'un féminin et qu'un masculin. Ce que j'appellerais un peu une spiritualité adoucie, ou on va dire faussement lumineuse, ce serait de mettre, encore une fois, le féminin dans une case et le masculin dans l'autre. Or, quand on arrive sur ces sujets et qu'on les ressent vraiment typiquement dans notre corps, il est parfois difficile, voire même contre-productif, de dire à une femme qui est en quête d'amour et qui n'arrive pas à se faire entendre par la jante masculine, pour peu qu'elle soit hétérosexuelle, c'est d'arriver à lui dire « il faut que tu ressentes que ton féminin doit être toujours très doux, toujours très calme à l'écoute dans la création, dans l'accueil de l'autre ». Oui, sauf que, quelque part, quand le masculin à l'intérieur de cette même femme a été blessé, eh bien, il n'est plus possible de se laisser aller à cette ouverture. Et je m'essaye à une courte parenthèse sur ce corps que nous avons toutes et tous. Celui du féminin, je ne vous fais pas un dessin, est plutôt en réception. Et celui du masculin est plutôt dans une forme de don. Voilà, je pense que vous avez l'image maintenant. Et ramener à notre actualité délétère sur l'hypersexualisation du corps de la femme et la brutalité de l'homme, eh bien, comme j'ai tendance à penser que tout est parfait dans sa perfection et dans son imperfection, que tout est visible et invisible à la fois, je ne peux faire qu'une connexion simple entre le fait que la femme a été l'objet pendant de nombreuses et nombreuses années d'asservissement, d'humiliation, de violence, qu'elle soit psychologique, spirituelle, émotionnelle et corporelle encore plus, je le remarque ces dernières années. Alors comment voulez-vous qu'une femme puisse à nouveau recevoir de la part d'un homme si sa seule présence, son seul contact réveille dans son corps des instincts de proie,
de violence. Et j'en profite pour vous parler de tout ce contenu masculiniste que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui me terrifie autant que ça me choque. Parce qu'il y a une vraie responsabilité collective à faire cesser ce contenu. Et notre gouvernement, je parle pour la France, je ne connais pas les autres pays de ce point de vue-là, ou en tout cas pas assez, ne s'empare pas du tout de la problématique comme il le faudrait, à mon sens. Alors certaines pourraient penser que le verre est déjà dans la pomme, oui, sauf qu'il nous appartient de jeter la pomme. Et de condamner fermement, et je pèse mes mots, tous ces contenus masculinistes, violents, délétères pour l'avenir de nos relations interpersonnelles, de notre relation homme-femme. Et pour, bien évidemment, puisque c'est le sujet de ce podcast, la réunification entre un féminin apaisé et un masculin apaisé. Je ne donnerai pas ici les chiffres édifiants de ce qu'il vient de se passer encore une fois dans la sphère des internets, où il est maintenant possible, avec un tout petit peu de technique, d'aller utiliser certains sites internet pour aller contrôler, voir, observer le nombre de clics effectués chaque jour sur des sites, on va dire le mot pornographique. En soi, si vous voulez, la pornographie, ça ne me dérange pas plus que ça. Je n'ai même rien à dire sur ce type de contenu, si ce n'est que ça, parfois, donne encore un peu l'image patriarcale de ce que c'est que le rapport au corps, rapport à la femme, rapport au consentement. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je suis parfois terrifiée de constater que certaines catégories sont cliquées par des millions de personnes et des millions de Français. Et je ne dis pas françaises, je dis bien français. Des hommes. Des hommes qui partagent vos vies, parfois. Des hommes qui partagent des milieux de la police, qui partagent des milieux de la justice aussi, mais aussi du monde médical. Voilà. Aucun domaine n'est protégé de ce point de vue-là. Alors on pourrait me faire un hashtag #NotAllMen. Bien évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais bien souvent ce sont des hommes. Alors je ne suis pas là pour faire un procès à qui que ce soit. Je suis là pour parler d'une actualité qui me touche parce que je suis une femme et que je suis mère d'un enfant qui est un garçon et je me pose toutes ces questions. Et d'un point de vue holistique, ça me questionne encore plus, puisqu'à chaque fois, je tente d'aller dans différents domaines, de comprendre un peu la problématique dans son ensemble. Je ne vous cache pas que je me fais des nœuds au cerveau, que mes propres ressentis viennent parfois un peu me faire trembler les fondations, et finalement, j'en arrive toujours à ce constat que là où il y a du bazar, il peut y avoir de la bagarre. Et nécessairement, je fais un parallèle avec mon métier, là où j'accueille souvent des femmes, on va dire même à 98% des femmes, qui me parlent de leur conditionnement, qui me parlent de leur relation avec leurs parents, avec leurs conjoints, et qu'elles ont vraiment du mal à trouver un espace de dépôt dans lequel rien ne peut s'opposer et tout peut être entendu. Et au risque de vous choquer, parfois, quand je reçois des femmes qui me parlent de leurs problématiques, et qu'elles arrivent immédiatement à me dire « Oui, mais j'ai entendu qu'il fallait que ce soit comme ça. » Et toi, qu'est-ce que ça dit de toi ? Qu'est-ce que ça dit pour toi ? Comment c'est bon pour toi à cet endroit-là ? Là, souvent, c'est le bug. Parce qu'encore une fois, on arrive à mettre de côté le ressenti, l'alignement dont je parlais dans un autre épisode. Comment peut-on encore dire aujourd'hui qu'une femme n'est là que pour soutenir son conjoint, lui faire à manger, s'occuper de la maison, etc. Alors que cette même femme a une envie brûlante de croquer la vie à pleines dents, de mettre en pratique des projets, de créer une entreprise, de la faire grandir, d'avoir des enfants, de pouvoir s'expatrier à l'autre bout du monde sans être jugée. Comment peut-on encore avoir ce discours aujourd'hui ? Comment peut-on encore penser que c'est toujours à la femme de s'auto-réguler dans sa relation à l'autre et à ses émotions ? C'est une vision très manichéenne de la vie, c'est une vision encore une fois très opposée, très extrême, alors que, je le rappelle, en chacun d'entre nous, il y a un féminin et il y a un masculin. Alors pour sortir de cette version polissée, je vais tenter de vous donner quelques nuances, quelques définitions un peu différentes que j'ai ressenties dans ma propre histoire, mais que j'ai ressenties aussi auprès de femmes, auprès d'hommes.
Alors pour moi, le féminin tel qu'il est a aussi une part d'ombre, mais pas l'ombre comme étant mauvaise, une part sauvage. Et le féminin sauvage s'apparenterait quelque part à quelque chose de très brut, de très vivant, de très destruction créatrice, j'aime beaucoup l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où pour pouvoir créer, elle va devoir se dépouiller profondément, partir dans une introspection très profonde. Cette personne, je ne parle pas forcément d'une femme, mais aussi d'un masculin sauvage, tranchant, de ce masculin qui protège, qui a aussi cette capacité à poser des limites claires, à dire non. Et la seule question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai ces parts-là en moi ? Qu'est-ce qui m'a véritablement été transmis dans mon enfance ? Quelle est ma relation au père ? Et quelle est ma relation à la mère ? Et tous ces conditionnements, ces croyances héritées depuis l'enfance font aussi partie du fait que ça se rejoue à l'âge adulte. Couple, travail, etc. Et pour avoir une vision plus spirituelle ou spiritualisante de la chose, je me suis questionnée parce que selon certains courants, le masculin serait plus mental et le féminin serait plus l'émotion. Je ne m'y retrouvais pas vraiment et je trouvais que ça manquait encore une fois de nuances. Donc je voulais aussi partager cette déconstruction à laquelle j'ai dû faire face pour éviter de tout étiqueter et de ne pas avoir les bons outils aux bons endroits. C'est-à-dire de moi-même me couper l'herbe sous le pied et de ne pas chercher au bon endroit parce que on m'a dit que le masculin n'était que mental et que le féminin n'était que l'émotionnel. Et je le pense sincèrement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester dans cette image très clivante de ce que c'est que le féminin et le masculin. Même si on y ajoute de la sauce sacrée, donc féminin sacré, masculin sacré, je pense que chacun fonctionne en même temps en binôme à l'intérieur de chaque section, si on veut la schématiser de cette façon-là. Donc le message ici, ce serait de ne pas réduire des fonctions humaines à des cases énergétiques, ou en tout cas d'arriver à élargir son regard quand on se prend à le faire. Et encore une fois, j'aime beaucoup la vision bouddhiste, parce qu'elle est finalement très intéressante et assez peu abordée aujourd'hui. Le bouddhisme ne parle pas nécessairement d'un masculin et d'un féminin comme des polarités centrales. Il va parler beaucoup d'attachement, d'illusion, de la nature de l'esprit. Et en vrai, le sujet, c'est pas d'équilibrer tout le temps en permanence deux énergies, mais de voir clairement ce qui est à l'heure où on parle. Et même si le cerveau a très très envie et besoin de mettre du sens, d'étiqueter, de codifier les choses, le plus important, c'est d'arriver à revenir à cet instant où vous vous posez la question et cherchez du sens, et de redescendre dans le corps et de savoir ce que lui ressent à ce moment-là. Ce qui, je le pense, nous permettrait de ne pas partir bille en tête sur ça c'est féminin et ça c'est masculin, mais plutôt d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui est présent maintenant. Je ne suis pas là non plus pour vous dire d'abandonner toute cette grille de lecture parce qu'elle permet de pouvoir, en face d'une personne, tenter de comprendre à quel endroit ça se situe, tout en arrivant après un peu à l'abandonner pour ne pas cliver l'image initiale, pour ne pas enfermer dans une fonction genrée. Et je vais me permettre d'en revenir à cette dimension sociétale que personne ne peut ignorer aujourd'hui. Nous sommes dans une société très masculine, patriarcale, où il est question en permanence de performance, de productivité et de contrôle. Là où il y a une résurgence de la polarité féminine, une société matriarcale, en quête de revenir à un équilibre structurel beaucoup plus juste pour soi. L'image, c'est un peu comme si on disait aux femmes de fonctionner comme des hommes. On en revient à la biologie, notre énergie de femme est très cyclique. Là, on ne peut pas revenir dessus. En tout cas, c'est la majeure partie des cas. Et les femmes, aujourd'hui entrepreneurs, n'arrivent plus forcément à s'y retrouver dans ces codifications très masculines, très linéaires, toujours constantes. Et comme la vie fonctionne essentiellement par dualité, eh bien, il y a des extrêmes
qui s'opposent aujourd'hui encore. Et tout ça, c'est qu'une homéostasie de l'écosystème, il y a une recherche d'équilibre qui est en train de se faire. Alors oui, ça fait pas plaisir d'avoir certains discours, oui, ça fait pas plaisir de tomber sur le même contenu quelques secondes après qui nous explique tout l'inverse, mais la clé dans tout ça, c'est de savoir comment nous, on le ressent, comment nous, on veut le vivre, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Est-ce que dans mon corps de femme, j'ai envie de constance, de linéarité, de structure qui ne bouge jamais? Ou est-ce que dans mon corps de femme, j'ai envie de cyclicité, j'ai envie de partir sur quelque chose qui soit complètement intuitif? Et c'est tout à fait possible de tomber sur ce type d'entrepreneur. La seule chose, c'est d'arriver à ne pas, encore une fois, tomber dans des extrêmes. Parce que pour certains, ça va, et certaines, ça va fonctionner, et pour d'autres, pas du tout. Parce que ça parle de chacun, de chaque histoire qui est complètement différente. Et je continuerai avec cette phrase que j'aime beaucoup, qui est très imagée, qui est celle de « On peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. » Vous pouvez expliquer tant que vous voulez à une femme qu'elle doit fonctionner comme ça et à un homme qu'il doit fonctionner comme ça. Si ça ne fait pas partie de son histoire, de ses croyances, si vous ne prenez pas en compte la façon dont il ou elle interagit au quotidien, c'est peine perdue. Vous allez tenter de forcer un processus qui n'est pas naturel chez l'autre. Alors évidemment, peut-être qu'il n'est pas juste pour vous, qu'il n'est pas logique, qu'il n'est pas pragmatique, ni même spirituel. Pour autant, tenter d'inséminer des informations dans l'esprit de quelqu'un qui n'est pas forcément conditionné à pouvoir les recevoir, c'est une forme d'intrusion qui aujourd'hui est délétère et je pense que nous pouvons le constater au quotidien. Et j'en viens d'ailleurs à parler d'un sujet qui me passionne. J'adore regarder les commentaires quand je me perds sur Internet sur différentes publications. Alors parfois je suis très en colère parce que je me dis mais comment peut-on encore dire ça? Et parfois je me dis c'est juste le reflet de l'humanité qui est en train de se vivre devant mes yeux. Et je vais parler aujourd'hui, avec beaucoup de respect et d'humilité, de l'affaire Pellico. Parce qu'elle a fait grand bruit en France et ailleurs à l'étranger aussi, sur le conditionnement de la femme, sur le fait de prendre la femme comme étant un objet, de s'en servir pour ses propres envies, désirs et fantasmes. Et lorsque l'on s'amuse à regarder ces publications sur Internet, sur le sujet, tout le monde y va de sa petite histoire, tout le monde y va de sa petite interprétation. C'est pas mauvais en soi, c'est l'être humain qui a décidé de partager ce qu'il ressent. Sauf que, quand vous vous amusez à regarder les commentaires, je suis horrifiée de voir à quel point les femmes, elles-mêmes entre elles, arrivent à remettre en cause ce qui a été prouvé, ce qui a été documenté, ce qui a été filmé sur un autre être humain. Et je constate à quel point nous sommes brutalisés dans notre chair, dans nos cerveaux, sur l'actualité que nous vivons au quotidien. Et à quel point la phrase « diviser pour mieux régner » n'a jamais été aussi vraie et aussi forte qu'aujourd'hui. Et de ce fait, au lieu de prendre l'information telle qu'elle nous parvient, avant même de se poser des vraies questions, certains et certaines vont y aller de leurs petits commentaires blessants, horrifiques, jugeants, traumatiques même. Vous n'imaginez même pas la puissance et la portée que chaque mot peut avoir sur quelqu'un qui lit ce commentaire d'extérieur et qui se dit « Si j'en parle, voici ce qui va m'arriver. Je ne serai pas cru, je ne serai pas reconnu et entendu. » Et ce sont souvent les mêmes personnes qui s'insurgent entre amis, dans la famille, de ne pas être écoutées, de ne pas être crues, de ne pas être reconnues à leur juste place. Alors même si ce constat génère en moi de la colère et de la violence parfois, de voir tout ça, je traverse cette colère, je ressens ce qu'elle fait vibrer à l'intérieur de moi, ce qu'elle touche dans ma propre histoire, et je me remets au centre dans la minute qui suit. Je me demande immédiatement à quel endroit moi j'ai le pouvoir d'agir sur ces choses qui ne peuvent plus en 2026 continuer à être. Et je décide alors que depuis mon propre corps, depuis mes propres ressources, depuis mes médecines personnelles, je peux avoir un impact, à ma toute petite échelle, mais peut-être à plus grande échelle, par effet de répétition.
en ne laissant plus jamais passer ce genre de discours haineux, en disant non, en m'insurgeant de ma propre place, en ne cautionnant plus certains comportements. Même au sein de mes cercles d'amis très proches, même au sein de ma famille, j'ai décidé de ne plus laisser passer ce type de discours. Alors, il n'est pas forcément besoin de rentrer dans des états de colère et de rage pour se faire entendre, mais par contre, d'avoir sa posture à l'intérieur qui soit solide dans ses convictions, qui soit solide dans son vécu et pacifiée un minimum, eh bien là, le message peut passer. Ce qui ne m'empêche pas parfois d'avoir des moments de doute, de perte de foi, de perte d'espoir dans ce monde que nous vivons, mais d'avoir toujours cette étincelle à l'intérieur qui me dit que je peux avoir un impact, à mon niveau et depuis ma place. D'éduquer mon propre enfant à reconnaître ses parts féminines et ses parts masculines, sans jamais les genrer, de lui transmettre que l'on peut tout à fait être en colère de quelque chose et de pouvoir s'exprimer simplement, de respecter le corps de chacun et de chacune et de toujours demander le consentement. Et par là, j'entends bien sûr depuis son petit âge, de pouvoir lui permettre de dire non quand ce n'est pas OK pour lui et d'apprendre à respecter son propre corps. Et je le crois et je l'espère sincèrement qu'il apportera cette même idée à peut-être ses enfants s'il en a, à ses amis et qu'il ne cautionne pas des comportements inadaptés. Et j'en profite pour dire aussi, parce que malgré tout c'est mon podcast et je fais aussi un peu ce que je veux, qu'aujourd'hui la plupart des violences sexuelles sont subies dans un environnement familial ou en tout cas un environnement très proche de la victime. Et je vous laisserai vous-même aller chercher les chiffres édifiants. Je suis absolument pour l'éducation sexuelle et comportementale à l'école, parce que l'école représente aussi, à certains égards, un domaine neutre et une possibilité pour le corps enseignant de pouvoir transmettre des informations absolument capitales sur le corps, sur le consentement et sur le respect d'autrui. Ne faisons pas, s'il vous plaît, l'amalgame entre éducation sexuelle qui vise à parler de la sexualité entre adultes consentants et éducation qui viserait pour l'enfant à pouvoir recueillir des informations sur son propre corps, ses fonctions, mais aussi, pourquoi pas, ses comportements. En tout cas, ce que je crois, c'est que ce doit être adapté à chaque âge. Et que peut-être, à force de répétition, l'enfant qui, au sein de son propre foyer, verra ou subira ces violences, aura la capacité éducative de pouvoir dire « ça, c'est pas normal ». Et je rappelle ici le numéro du gouvernement français qui est le 119. Si vous êtes témoin ou ne serait-ce que suspicieux sur une situation délétère pour un enfant. Parce que je me permets de le dire aujourd'hui, il n'y a pas quasiment une femme qui n'ait pas été victime de violences, qu'elles soient corporelles, émotionnelles, spirituelles et bien sûr psychologiques. Et notre responsabilité en tant qu'adultes est, pour nos propres enfants, pour les enfants de nos enfants et de manière globale tous les enfants autour de nous, est de contribuer à un bien collectif, à un bien commun, à un meilleur avenir pour tout le monde. Parce que les enfants d'aujourd'hui, je ne vous fais pas un dessin, seront les adultes de demain. Et si vous avez l'espoir que cela change dans nos rapports entre êtres humains, eh bien, il faut commencer dès maintenant, à ouvrir les yeux, à oser dire, à oser être, et qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une énorme visibilité pour faire changer les choses, mais bien de pouvoir se concentrer depuis sa propre place, dans son centre, sur ce qu'il est possible de bouger en soi et autour de soi. Je suis aussi surprise que vous que prend la tournure de ce podcast, parce que, comme vous le savez maintenant, je ne les prépare pas vraiment à l'avance. Je me laisse traverser par les informations et je les retranscris tel que ça vient. Et certains et certaines pourraient ne pas voir le lien direct avec le masculin, le féminin dont on parlait tout au long de l'épisode, et pour autant, aujourd'hui je le vois clairement. Parce que nous pouvons parler de spiritualité pendant des heures entières, ce sont des sujets passionnants, mais qui restent bien souvent très éthérés, très distants, lointains de nous. Or, aujourd'hui,
nous vivons une expérience terrestre. Et l'idée, c'est de pouvoir les refaire descendre dans la matière. Alors je me devais, je le pense, de parler des violences faites aux femmes, aux hommes et aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est la majeure partie des situations dans lesquelles on se retrouve avec des schémas limitants, des schémas répétitifs, des blocages dans nos vies amoureuses, professionnelles et relationnelles de manière générale. Quel regard nous portons sur ce monde, quel regard nous avons cessé de porter sur ce monde aussi, dans lequel il y a absolument tout. Il suffit de regarder la nature pour le comprendre et pour le ressentir. Et comme la vie est particulièrement bien faite et que nous avons littéralement tout sous nos propres yeux pour pouvoir constater de ce qu'il se passe aussi à l'intérieur de nous, je le rappelle ici, tout ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Et nous avons à notre disposition des outils fabuleux pour pouvoir explorer tout cela, que ce soit en philosophie, en psychologie, dans les sciences humanistes, en anthropologie, mais aussi dans toutes les sphères relevant du transpersonnel, de la spiritualité moderne ou ancienne. Et nous pourrions aussi d'ailleurs nous poser la question du pourquoi j'ai choisi un corps féminin pour m'incarner, pourquoi j'ai choisi un corps masculin pour m'incarner. Eh bien, je n'ai pas une réponse absolue en la matière, mais bien souvent, le parcours d'incarnation se résume encore aujourd'hui beaucoup au fait d'accueillir un enfant et de vouloir savoir tout de suite quel est son genre. Ce qui, je le constate, conditionne immédiatement sa relation au monde. Et parfois même de la façon dont les parents vont l'élever, l'habiller, même la nourrir pour certains. À quel point le corps est objetisé, sujet à commerce, et à quel point le fait de genrer les corps et de ne plus voir l'essence sacrée du masculin et du féminin ne permet pas de pouvoir rentrer en relation avec soi-même de façon plus saine et avec l'autre de façon plus saine. Et pour finir cet épisode, j'aimerais quand même vous donner quelques tips sur l'identification, parce que on a beau dire de dégenrer, parfois le cerveau a quand même besoin de comprendre un peu comment ça se passe pour ensuite arriver à s'en détacher. Alors je vais vous donner modestement quelques tips qui moi m'ont permis de pouvoir accompagner les personnes qui viennent jusqu'à moi et moi-même dans ma propre histoire. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez aussi avoir le postulat qu'il n'y a pas toujours quelque chose à corriger, à changer en soi. Il suffit simplement de sentir si à l'intérieur de soi c'est équilibré, c'est juste, c'est aligné en tant que tel. Donc voici mes propositions très simples. Lorsque l'on parle par exemple du masculin en soi, c'est d'arriver à sentir si à certains moments tu te sens dispersé, bloqué, sans direction. Ça manque de vision. C'est de sentir si la prise de position est possible, si poser une limite est possible, ou si enclencher une action est accessible. Donc là, on serait peut-être plus dans une énergie de faire, d'action, et à l'instar du féminin, quand ça manque de lien, par exemple, c'est de sentir si une fois la question au masculin en soi posée, est-ce que le féminin a une réponse à apporter ? Est-ce que tu te sens coupé de toi ? Est-ce que tu te sens dans le contrôle, fatigué intérieurement, un peu lasse de ce qu'il se passe ? Et de pouvoir tester le ralentissement volontaire, ressentir le corps, par la respiration, les sensations, par la régulation du système nerveux aussi, et de laisser émerger une émotion sans avoir tout le temps à la gérer. Le féminin, lui, laissera circuler, se permettra d'aller dans une forme de profondeur intérieure pour pouvoir laisser émerger. Et j'espère que vous avez vu là où je voulais en venir. C'est qu'en réalité, le masculin et le féminin travaillent ensemble, en permanence. C'est parfois le masculin à l'intérieur de soi qui a cette injonction à faire, être dans le mouvement en permanence, dans l'action, a besoin aussi du secours du féminin pour comprendre que là, ça n'est pas accessible. Il y a autre chose qui est en train d'émerger. Et on pourrait aussi faire tout l'inverse, car ce sont des vases communicants. Et même si évidemment il peut y avoir des tips faciles à mettre en place, ce n'est pas toujours évident. Donc pardonnez-vous d'avance de ne pas y arriver, mais quand
On peut dire à quelqu'un d'apprendre à dire non, d'être dans un masculin sain qui pose des barrières, etc. Eh bien, l'idée, c'est de comprendre que dans la propre histoire de la personne, peut-être qu'un non fut un oui, et un oui, un non. Et quand l'on dit aussi, dans le féminin sain, féminin sacré, apprendre à recevoir, eh bien, ça n'est pas toujours possible, pour les raisons que nous avons déjà évoquées. Alors comment faire ? Toquer à la porte d'un thérapeute, lui expliquer, repartir dans son histoire, poser les choses, comprendre, ressentir. Mais à l'instant T, quand vous êtes seul avec vous-même et qu'il n'y a pas d'échappatoire possible à ce qu'il est en train de se vivre à l'intérieur, le corps est encore l'outil le plus précieux que nous ayons. Et d'arriver déjà à ressentir que c'est complètement figé, ou qu'on est dans une excitation intense, ou que nous sommes dans une forme de fuite, est déjà une information précieuse. Alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, un peu plus long que les autres, mais le sujet était quand même assez important. Et je finirai sur cette phrase qui me semble résumer tout l'épisode. Parfois, ce n'est pas un déséquilibre que l'on vit, c'est juste une partie de nous qui n'a jamais eu de place. Tentez de rester conscient et consciente, tentez de rester dans le discernement, et de ne pas vous laisser embarquer par des discours d'idéologie tout à fait récentes mais finalement assez anciennes, de devoir protéger la femme alors qu'il est lui-même le problème, de se sentir en danger lorsqu'une femme hausse le ton, de considérer que les femmes doivent être uniquement douces, gentilles, apaisées, tranquilles. Et mesdames, bien sûr, de ne pas tomber autant que possible dans ces discours-là, où la femme doit être toujours forte, mais aussi docile parfois, où nous avons érigé la femme comme une super femme, une Wonder Woman de tous les instants, capable de tout gérer. Ce n'est pas ça la vie, ça épuise à long terme. Ça épuise cette part de vous extrêmement cyclique, qui a besoin de moments d'action et des moments d'inaction, qui a besoin d'être dans le repos pour pouvoir repartir de plus belle et de porter à bien vos projets. Et de tenter autant que possible de ne pas tomber dans l'extrême inverse et l'extrême opposé que nous sommes volontiers en train de décrire, mais qui s'immisce tout doucement aussi dans les sphères de la féminité et du féminisme. Alors, mesdames et messieurs, éduquez-vous convenablement. Apprenez à relationner avec votre propre corps, à sentir ses limites et son respect, à imaginer ce monde tel qu'il serait bon pour vous, à embarquer vos enfants dans cette idée, peut-être est-ce encore une utopie aujourd'hui, mais je pense qu'elle est accessible demain. De ne plus dire oui alors que le corps crie non, et de comprendre pourquoi il crie non, et de ne pas forcément chercher à le changer. Et vous, messieurs, de pouvoir constater comme la femme est un terrain fertile, et je ne parle pas de sexualité, je parle d'abondance, je parle de création, je parle de beauté, parce qu'elle est tout à fait capable de vous emmener à ressentir ça pour vous-même, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus désunion, qu'il n'y ait plus non plus d'opposition, et de devenir le soutien face à une immense responsabilité collective. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast, qui est parti un peu dans tous les sens et en même temps, c'est authentique, c'est spontané, c'est ce qu'on recherche. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages, vos suggestions, qu'elles soient publiques ou privées. Ça me nourrit, même si parfois ça fait débat. Il y a ouverture, il y a à nouveau rencontre, et c'est ça que j'aime avec ce podcast. Alors merci encore et je vous dis au prochain épisode.